sur le SIAP que nous organisons conjointement avec la DHUP. C'est un webinaire que l'on organise chaque année pour vous accompagner et pour vous guider dans les informations qui doivent être transmises à Vaudréal avant le 31 juillet. Donc l'objectif, c'est bien de vous guider, de vous accompagner dans cet exercice. C'est aussi peut-être faire un point avec vous d'actualité, puisque cette année est une année de transition. La remontée des données pour votre information ne s'est fait plus sur Tamtonic pour celles et ceux qui l'ont fait l'année dernière ou les années précédentes. Cette année, vous avez à transmettre un fichier à Vaudréal, mais c'est à Gabriel qui va vous présenter le PowerPoint. Il reviendra plus longuement. Et l'année prochaine, il y a un autre module qui est le module du SIAP et sur lequel un certain nombre d'entre vous a déjà travaillé. Il sera effectif l'année prochaine. Donc, vous voyez, on est dans une année de transition. Euh, Ce que je voulais aussi vous dire, et c'est pour ça qu'on organise aussi conjointement ce webinaire, c'est que sur la remontée de données, donc pour les adhérents de Foncier Solidaire France, vous avez été sollicités pour remplir aussi des données dans le cadre de l'Observatoire. Vous avez ces données-là qui sont obligatoires auprès de Vaudréal. Et donc l'objectif aussi, ce qu'on essaie de travailler avec la DHUP, c'est une articulation entre toutes ces remontées d'informations pour que on ait aussi une lisibilité la plus complète sur l'activité des organismes de foncier solidaire. Donc merci à toutes et à tous pour votre présence et on va commencer le webinaire. Je laisse la parole à Gabrielle. Merci beaucoup Anne-Catherine. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme le disait Anne-Catherine, l'objectif du webinaire, donc, c'est en 3 temps. Est-ce que vous voyez bien? Peut-être. Ok, parfait. Donc, d'abord, commencer par vous présenter le bilan national qui va être publié donc, sur l'exercice 2024, que c'est un peu lointain. Ensuite, les modalités de remontée des données pour l'exercice 2025, donc du contrôle de cette année pour l'exercice de l'année dernière. Et enfin, comme le disait Anne-Catherine, vous présenter un peu où on en est pour le développement d'un nouveau module dans le SIAP qui permettra à l'avenir de faire remonter les données BRS. Donc, peut-être que ce qu'on peut faire, c'est s'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou on peut faire des petites parties de questions entre les 3 parties. Je ne sais pas ce qui te semble mieux, Anne-Catherine. Écoute, nous, on peut regarder Ouais, les questions et puis te les transmettre. Et puis pour celles et ceux qui veulent prendre la parole, bien lever la main, parce que comme on est nombreux, qu'on puisse aussi bien répartir la parole. ok, parfait. Donc, pour commencer un petit peu sur le bilan, donc d'abord sur le nombre d'OFS agréés et un peu leur répartition sur le territoire national. Donc, au 1er janvier 2026, il y a 219 arrêtés d'agrément qui ont été délivrés, ce qui représente 189 agréments, puisqu'il y a des structures qui sont agréées dans plusieurs régions. On constate quand même encore des répartitions un peu différentes entre les régions, avec la Nouvelle-Aquitaine, l'Île-de-France et la région Aura qui compte, et en Provence-Côte d'Azur aussi, qui compte plus d'OFS que d'autres. Mais on a quand même une répartition assez uniforme en 2026. Il y a actuellement à peu près 13 demandes d'agrément qui sont en cours. Donc, on constate aussi un ralentissement des demandes d'agrément, peut-être moins rapide que ce qu'on anticipait, mais en tout cas, on constate vraiment que moins de structures demandent leur agrément depuis à peu près 2025. Il y a un ralentissement. Ensuite, on vous présente un petit peu donc, la répartition des agréments par type de structure. Donc, on a quand même aujourd'hui une majorité à 60% de bailleurs sociaux, d'organismes de logement social qui sont agréés au FS et 40% d'autres structures. Ces autres structures, on a des EPF et des EPFL, des GIP et surtout des SCIC non HLM, du coup, qui sont quand même les 3 grosses structures non HLM qui sont aujourd'hui agréées au FS. Donc, au 31 décembre 2024, maintenant, il y a une 60aine d'OFS qui avaient livré, et donc des logements qui étaient occupés pour à peu près 4000 logements. Et on constate qu'à peu près la plupart des OFS ont engagé en fait des programmes en BRS, c'est-à-dire que les livraisons sont loin d'être arrivées, mais qu'en tout cas presque toutes les structures produisent ou aident d'autres structures
pardon, à produire. On anticipe donc effectivement un développement important du fait des durées d'opérations de construction qui peuvent aller de jusqu'à 4-5 ans, un très fort développement jusque 2030 du nombre de BRS livrés, des chiffres qu'on pourra effectivement comparer avec ceux de l'Observatoire à l'avenir. Et donc avec certaines régions dans lesquelles il y a beaucoup, beaucoup de livraisons qui vont arriver. Pour essayer de les citer un peu rapidement, en Nouvelle-Aquitaine, environ 1900 nouveaux logements sont prévus d'ici 2028. En Auvergne-Rhône-Alpes, un peu plus de 600 rien qu'en 2025. En Occitanie, plus de 2000 logements seraient en cours de commercialisation en 2025. En Île-de-France, 5700 nouveaux logements sont prévus d'ici 2028 en BRS. En région PACA, à peu près 500 logements sur l'année 2025. En Bretagne, donc les chiffres sont moins importants, une petite centaine de logements en 2025. En Hauts-de-France, presque 400 logements, toujours en 2025. Les Pays de la Loire, la prévision est un peu plus lointaine avec environ 500 logements d'ici à 2027. Et dans la région Grand Est, à peu près 350 d'ici 2027. Et on a aussi comme projection que 2025-2028 vont marquer les premières livraisons dans les régions où il n'y a pas de BRS jusqu'alors, donc en Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire et en Corse. Ensuite, pour passer vraiment sur le parc et le développement du parc en BRS, on est toujours à la même date, donc à fin 2024. Il y a un peu moins de 4000 logements qui étaient occupés en BRS, avec des répartitions assez différentes en fonction des régions, qu'avec des régions qui produisent beaucoup, comme la région Aura, la région Nouvelle-Aquitaine principalement, l'Île-de-France. Et ensuite, on peut voir que la Bretagne produit presque 900 aussi. Donc voilà, il y a une répartition entre les régions. J'essaie d'aller un peu vite pour laisser un peu de place aux questions, mais je pense que de toute façon, ce sera les chiffres que vous trouverez dans le rapport et puis la présentation pourra vous être envoyée si vous le souhaitez. On a à droite un petit tableau qui représente l'évolution. Donc, on voit que certes, les chiffres aujourd'hui ne sont pas, enfin, au 31 décembre 2024, ne sont pas très importants, mais qu'on continue sur une trajectoire de développement qui double en fait tous les ans, ce qui est très, très, très important comme trajectoire. Ensuite, par type de logement, il y a 86% des logements, donc la quasi-totalité, qui sont des logements neufs. Et ensuite, à peu près 11%, donc 418 logements, qui étaient des logements en vente HLM. Pour la plupart des cessions en vente HLM directement, donc par un OLS auprès du ménage, et 27% qui sont des PRS qui proviennent de patrimoine HLM qui a été cédé à l'OFS. On a quand même quelques réhabilitations, rénovations, 113 logements sur l'ensemble. Et enfin, une dizaine de BRS locatifs qui étaient souvent 1 ou 2 logements pour équilibrer des bilans SRU dans quelques opérations. Au 31 décembre 2024, on comptait 21 reventes, ce qui est très peu. Mais d'après les derniers chiffres de Foncier Solidaire France, à fin 2025, il y en avait à peu près 140, 143 pour être exact. Une petite vision donc des caractéristiques des logements en BRS, toujours pour l'exercice 2024. Donc, on constate que les prix moyens sont quand même très, très en deçà des plafonds en moyenne. Et on constate donc en zone A et B1, qui sont les zones dans lesquelles il y a quand même le plus de BRS. Il y a un prix moyen en mètre carré en zone A qui est 2197 € et en zone B1 de 2000 €. Donc, il n'y a pas une grande évolution entre 2022 et 2024. Il y a une erreur dans la slide. Donc, on a du mal parce qu'on n'a pas beaucoup de recul à savoir si en fait le BRS réussit à être quand même assez épargné par la hausse des prix de construction, etc. Ou parce que en fait, encore en 2024, on était un peu avant et qu'en fait, on va constater une augmentation des prix sur les prochaines années, les prochains rapports surtout. Donc, c'est encore à étudier de notre côté. Et pour ce qui est des niveaux de redevance, alors ils sont eux aussi encore relativement mesurés, avec des grosses différences pour le coup entre les régions, avec une redevance maximum en zone A bis, qui est très rare quand même, à souligner, qui est de plus de 4 €.
et minimum à 58 centimes. Donc on voit qu'il y a quand même des grosses différences entre les redevances. Au total, très peu dépassent les 2,50 € du mètre carré, qui est un peu considéré, non pas par la loi, mais par la pratique, comme un maximum pour que le dispositif continue d'être un dispositif social. Hop. Ensuite, sur ce qui est plus de la caractéristique, peut-être on prendra les prises de parole. J'ai presque fini sur le bilan, juste après. Comme ça, je finis les 2 dernières slides et après on pourra passer aux questions. Heu, donc assez rapidement sur les caractéristiques des ménages, donc les niveaux de revenus moyens, eux aussi sont quand même encore assez bas, surtout avec le rehaussement des plafonds. Donc on traduit enfin, ces résultats traduisent quand même encore la volonté de la plupart des OFS, en fait, de cibler l'accession en BRS pour des ménages qui sont quand même à revenus encore vraiment modestes. Peut-être avec une demande importante de privilégier des ménages, qui ont des revenus, plus bas. Donc aujourd'hui, voilà, les revenus moyens sont assez bas par rapport au plafond et cela dans toutes les zones. Et pour la répartition, donc parce que le BRS a vocation quand même à être une étape dans un parcours résidentiel, on constate pour le moment que c'est bien le cas. C'est-à-dire que la grande majorité, 84 des ménages qui achètent en BRS sont issus du parc locatif, mais pour une plus grande majorité du parc locatif privé. Donc, on a 900 des 4 000 qui étaient d'anciens locataires sociaux et plus de 2 000 de locataires du parc privé. Donc le BRS est bien une étape, reste bien une étape, puisqu'il y avait très peu de propriétaires entre la location et peut-être un achat en pleine propriété. Mais par contre, il y a moins d'accédants du parc social de ce qui était anticipé. Alors, c'est pas un problème, mais c'est quelque chose qui va continuer d'être observé. Et enfin, pour ce qui est de la répartition du parc de BRS au regard de l'article 55 de la loi SRU, donc pour rappel, depuis la loi Elan, le BRS est décompté au titre de la loi SRU comme du PLS pour tout ce qui est le BRS accession et c'est de très, très, très rare cas, mais en fonction du plafond, de location, si c'est du BRS location sociale. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a une très grande majorité des BRS qui sont situés dans des communes, déficitaires ou non déficitaires, mais dans tous les cas soumises à la loi SRU. Donc, si on additionne les deux cases, les 2 colonnes, pardon, intermédiaires, on a vraiment une très, très grande majorité sur les 4 000 logements, avec quand même plus de logements dans des communes soumises mais non déficitaires en BRS. Et voilà. Peut-être si vous avez effectivement des questions sur ce qui est du bilan, c'est le moment avant qu'on passe, aux questions de contrôle et de modalités de contrôle pour les prochains exercices. Oui, Oui, monsieur Jean-Baptiste. Soulard. Oui, OFS de pleine commune. Quelqu'un l'a dit aussi dans le chat, mais c'est vrai que ça ne parle pas forcément à tout le monde, voire peut-être pas une grande majorité des prix hors taxe SU. C'est pertinent de le mettre, bien entendu, puisque les plafonds sont comme tels, mais ça nous parle aussi plus en TTC, en mètres carrés. Et pour le coup, la redevance, pourquoi l'avoir mis en SU, alors que on en avait parlé avec les gens des autres OFS de Foncier Solidaire France. Je crois que majoritairement, on utilise quand même les redevances en mètres carrés, même si certains utilisent la SU. Donc peut-être qu'il faudrait une correspondance pour que ça puisse parler à tout le monde. Parce que quand vous parlez des 2,50, c'est les 2,50 que la CDC dit être un seuil qu'elle regarde comme pour Mmh. accepter nos prêts, etc. Mais c'est bien 2,50 en CHAB. Oui, mais ça, en Voilà. fait, c'est parce que c'est 2024, donc en fait, on a utilisé les données qu'on a demandées, mais ça va pas évoluer là, mais c'est des choses qui vont évoluer avec le SIAP. Tout ça va être mis d'équerre, D'accord. dans le module SIAP, sur les surfaces et le métrage. Ok, super. On continuera de demander hors taxe, bien sûr, et certains types de surfaces pour comparer à l'arrêté de 2004 sur les plafonds et vérifier l'absence de dépassement. Mais par contre, on se calera sur les mêmes types de surfaces pour que tout le monde ait les mêmes données. Parfait. Merci beaucoup. Oui, Pas de souci. merci Gabrielle. Donc Aurélie Berger, je travaille, enfin j'ai pris la tête d'AD5 depuis la semaine dernière là, avec Gabrielle. Donc je me permets de te relayer une question dans le chat sur les hypothèses de cession suite à un décès.
La question nous est posée par Caroline Chénier. Et je vois que dans le chat, donc il y a Logéocène qui a eu ce cas. Alors, je ne sais pas si ça Alors, appelle une intervention. nous, de notre côté DHUP, on ne suit pas à l'heure actuelle, encore une fois, les raisons des cessions, des mutations. Donc, je ne sais pas si c'est une question relative au nombre ou si c'est un échange de bonnes pratiques, savoir si c'est arrivé dans d'autres cas. Je ne suis pas sûre de peut-être préciser la question. Oui. Bonjour. Écoutez, c'était plus pour savoir les difficultés rencontrées en pratique et la compréhension des notaires dans ces dossiers qui sont pas forcément tous familiers au BRS et voilà, plus un retour dans la pratique sur ces sessions liées à la succession. Merci. Avant, peut-être donc certaines personnes qui auraient connu ce genre de mutation dans notre OFS peuvent partager leur expérience. Nous, ce qu'on a quand même identifié en commun avec FSF, c'est qu'il y a un vrai sujet sur les reventes et sur certains cas particuliers, y compris effectivement de transmission à la suite d'un décès. Donc, on va essayer de faire un travail conjoint d'explication, en fait, peut-être de rédiger un document assez simple, enfin, en essayant de le rendre le plus simple possible, qui pourrait être à destination soit des particuliers accédants, soit des notaires, enfin, d'essayer un peu d'accompagner ces cas un peu particuliers qui, effectivement, on nous a remonté à plusieurs reprises qu'il y avait des difficultés. Mais peut-être que certains OFS souhaiteraient intervenir. Moi, je me permets, bonjour Céline Priem, Logéo. Moi, j'ai répondu, Caroline, je ne sais pas si c'était vraiment la question, mais en tous les cas, moi, le cas pratique en cours, c'est un rachat. L'OFS rachète suite à un décès. Preneur, maman seule avec un enfant mineur, donc elle est décédée et le papa de l'enfant qui gère la succession nous a demandé de racheter le bien. Je dirais que les difficultés sont pas forcément propres au BRS, c'est plutôt un peu la mise en route, parce que c'est le premier cas, donc forcément un peu le premier cas d'école, se dire comment on se met un peu en ordre de marche, même en interne, est-ce qu'on voilà comment on pratique. Après, j'ai pas l'impression, on va voir, on doit finaliser ce mois-ci le rachat. Pas de contraintes particulières, tout est encadré dans l'acte concernant le calcul du prix. Après, c'est plutôt voilà, on va voir le logement, ça peut être des choses comme ça auxquelles on n'avait peut-être pas formalisé. On va visiter le logement, à quel moment on fait la dernière visite, comment on contrôle les travaux, etc. s'il y en a. Et on a eu le cas, c'est du non-paiement de la redevance pendant la phase entre le moment où la personne décède et il s'est quasiment passé au moins 6 mois là depuis. Donc ça peut être ça à mettre en œuvre entre les lettres de relance qui partent automatiquement, qu'il faut arrêter et on envoie nous au notaire qui gère la succession. Donc c'est plutôt des choses qui sont un peu nouvelles. J'ai pas l'impression que ça soit une difficulté, c'est plutôt une nouveauté qu'il faut appréhender et mettre les process en face. Donc, je pourrais vous partager, si vous souhaitez, un petit peu ce qu'on a pu faire là, un peu au pied levé, sans pour autant que ça soit la bonne méthode. Mais en tous les cas, je pourrais vous partager, si vous voulez, un petit peu ce qu'on a mis en place. Avec plaisir. Merci beaucoup. Bah, vous avez mon mail, n'hésitez pas, hein, Caroline. D'accord. Merci. Je vois pas d'autres questions dans le chat, alors si tu veux poursuivre. Tout à fait. Alors, donc Une main vient de Allez-y. se lever. Oui. Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Si. Oui. Oui. Oui, on vous entend. Moi, c'était par rapport aux dernières slides et je n'étais pas très certaine d'avoir bien entendu quand vous disiez qu'il y avait plus de BRS dans des communes déficitaires. C'est bien ça? Dans des communes non déficitaires. Ah, non déficitaires, ok. Oui, Donc, c'est je pas du vous tout la même remets chose. le tableau. Ok, très bien. Mais les chiffres vous seront envoyés. Très bien. Merci. Pas de souci. Ok.
Et je pense que du coup, on va pouvoir poursuivre. Si jamais des questions vous viennent, n'hésitez pas dans le chat. Donc, pour vous présenter un petit peu comment va se dérouler le contrôle de cette année. Donc, en 2026 pour les BRS, avec des débuts d'occupation en 2025. Aucune modification réglementaire n'est à signaler cette année. On vous a remis sur cette slide donc l'article réglementaire qui encadre le contrôle. Donc, c'est l'article R329-11 du Code de l'urbanisme qui n'a pas évolué depuis 2024. Donc, chaque OFS, excusez-moi, agréé au 31 décembre 2025 va devoir transmettre son rapport avant le 31 juillet 2026. Comme d'habitude, il n'y a pas grand changement. Il est attendu de cette campagne qu'on puisse donc vérifier que l'activité de l'OFS répond à ces conditions d'agrément, suivre le développement du parc et de ses occupants sur cette année-là, et puis depuis le début du BRS, bien sûr. Et aussi, cette année, par contre, les rapports devront quand même faire apparaître pour les DREAL les projections d'activité sur les 3 prochaines années. En fait, il y a vraiment un besoin qui a été exprimé par les DREAL de pouvoir concaténer et faire quand même des estimations de projection sur leur territoire. Donc, voilà, que vous puissiez présenter vraiment dans vos rapports des projections sur les 3 prochaines années. Et ensuite, donc, le suivi du parc de logement en BRSA. Donc, je pense qu'en 2025, il y en aura peut-être des premiers. Donc, de la même manière, présenter les baux qui auraient été signés. Et enfin, donc, l'inventaire des logements au titre de la loi SRU. Petit rappel réglementaire donc aux articles R329-14 et suivants du Code de l'urbanisme. L'absence de transmission d'un rapport d'activité ou d'un rapport non complet pendant 2 exercices consécutifs peut motiver de la part du préfet une suspension ou un retrait d'agrément. Ensuite, pour entrer un peu sur la technique, parce que je crois que c'était quand même l'objectif principal de ce petit webinaire. Donc, comme l'a introduit Anne-Catherine, l'année 2025 et donc en 2026, c'est une année transitoire. Donc, on abandonne l'outil Time Tonic qui n'était plus du tout adéquat pour les chiffres actuels, le nombre d'OFS et le nombre de BRS. Donc, on vise à en fait, pour le dire de cette manière-là, mettre au propre les tableaux Excel pour qu'ils soient importés dans le SIAP ensuite. Donc, de votre côté, il y aura une obligation de transmission avant le 31 juillet 2026 de votre tableau, que je vais présenter un petit peu ensuite et qui a dû vous être envoyé par les DREAL, au propre avec tous les OFS qui sont occupés, tous les logements, excusez-moi, qui sont occupés en BRS depuis le début de votre activité. Et ensuite, au niveau des DREAL, toutes ces informations seront concaténées pour tous les OFS qui agissent sur leur territoire et les tableaux seront envoyés à la DHUP. Ce qui est le plus probable, mais on y reviendra un peu après sur le SIAP, c'est que la récupération des données se fasse par la DHUP. Parce que c'est un peu l'exemple qui était donné tout à l'heure. Voilà, il va y avoir des petites modifications des surfaces quand on fait des chiffres au mètre carré. Donc, ce qui est très probable, c'est que la récupération des données soit gérée par la DHUP pour faire attention à ces petites différences sur l'exercice suivant. Il m'a été demandé, et je comprends bien, de refaire peut-être un petit point sur le tableau. Alors, c'est peut-être pas très lisible, donc n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. Pour les premières colonnes du tableau qui sont liées à l'OFS et à la localisation du BRS, je pense qu'il n'y a on constate d'ailleurs aucune difficulté de remplissage. Par contre, pour ce qui est de la colonne H, qui est nature de l'opération. Donc, il n'y a pas de remplissage automatique sur les tableaux qu'on vous envoie parce qu'en fait, ils posent plus de problèmes au remplissage qu'auparavant. Seulement, il n'y a que les informations qui sont donc notées là qui peuvent être remplies, soit la nature de l'opération, c'est du neuf, de la réhabilitation, de la vente de patrimoine HLM, de la vente HLM directe ou autre. Toutes les autres catégories, vous pouvez renseigner autre. Ensuite, pour la colonne N, donc les colonnes de date, c'est la date de la colonne N, c'est pour le décompte SRU. Donc, c'est la date de jouissance effective, donc la date
à laquelle le ménage est entré dans son logement en BRS, qui est dans bien des cas à différencier de la colonne W, qui est la date de signature du bail, qui peut être avant, en fait, surtout dans les cas de VFA et dans les cas de construction neuve. Et ensuite, il y a une subtilité qui, je dois l'avouer, n'est pas évidente, mais pour les reventes, il ne faut surtout pas ajouter une nouvelle ligne, puisque ce n'est pas un nouveau logement en BRS, c'est le même, mais avec un propriétaire qui change. Donc, on n'ajoute pas de ligne. Il faut faire apparaître dans la colonne Q un oui, la colonne qui est intitulée changement de propriétaire, et ensuite modifier les deux dates que je viens de vous présenter pour qu'on ait les dates de jouissance de ce nouveau propriétaire et bien sûr le prix, les données de prix et de redevance qu'on verra après. Pour ce qui est donc de la suite du tableau, donc sur les surfaces, je ne vais pas vous les représenter parce qu'elles sont dans la notice et que c'est un peu chronophage, mais donc surface habitable, surface utile avec leurs définitions réglementaires qui sont dans la notice du tableau normalement. Et ensuite une colonne qui présente aussi des difficultés, c'est la colonne donc Y, statut précédent du ménage acquéreur. L'idée pour nous et pour l'EDREAL également, c'est de pouvoir un peu continuer de situer le BRS dans les outils de logement. Donc de savoir quelle était la situation de logement de la personne qui achète en BRS, du ménage. Donc ne peuvent apparaître seulement les champs suivants: héberger, locataire privé, locataire social, propriétaire ou autre, qui fera toute une catégorie. Ensuite, pour les prix, ah oui, sur les prix, donc c'est la colonne V qui posait des questions, effectivement, et en plus l'entête du tableau n'aide pas, qui sont des questions assez fréquentes liées au prix du parking. Donc avec le temps, on a bien compris et on comprend pourquoi. Souvent, le prix du parking n'est pas individualisable de votre côté. Il fait partie d'un prix global pour le logement. Dans ce cas-là, il faut bien renseigner le prix global avec le parking. Si vous êtes en capacité, parce que vous travaillez de cette manière-là où c'est possible dans l'opération, d'individualiser le prix du parking, alors c'est le prix hors parking qui est à renseigner. Encore une fois, c'est donc des sujets de difficulté qui ont bien été entendus dans la construction du module dans le SIAP, où il y aura 2 cases dédiées et donc ce sera beaucoup plus clair pour vous à renseigner. Et pour ce qui est de la dernière partie du tableau, hop, la seule petite différence de cette année. Pour ce qui est donc la location sociale, il y a très peu de logements, mais pour ceux qu'il y a, la dizaine qu'il y a, le tableau n'était pas tout à fait rempli de manière évidente. Donc, c'est les colonnes, la colonne AD qui doit être renseignée par un oui. Donc, c'est un BRS location sociale. Ensuite, il faut renseigner le plafond, soit PLS, soit plus, soit PLAI. Donc, c'est le plafond de location, du contrat de location après le BRS. Et ensuite, il faut remplir la date et le numéro de convention HLM. Donc, c'est que quand, en fait, on est dans le cadre d'un BRS locatif que les 3 dernières colonnes en rose sont à remplir, sachant qu'il faut quand même, il y a très peu de cas, hein, mais faire une différence entre la date de signature de la convention HLM et la date de début de jouissance, parce qu'on s'est aperçu que dans certains cas, les 2 étaient la même, puisque sûrement le même locataire est resté en place. Mais nous, ce qu'on demande, c'est la date de début de jouissance en BRS locatif, et donc pas le début de la date de convention HLM, donc le début de la location par le ménage. Donc il faut faire une différence entre ces 2 dates. Et enfin, pour ce qui est des dates, donc là aussi, il y a beaucoup de remplissages assez différents. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez une date, donc un format / classique, jour, mois, année. Si vous avez la date précise, remplir les 3. Mais ensuite, de manière dégressive, moins vous êtes précis, soit remplir le premier, le mois et l'année, et ensuite le 1er de janvier et l'année, si jamais il y a une information, vous n'avez que l'année. Voilà, des règles de remplissage qui permettent quand même de concaténer au mieux les informations et d'en tirer des conclusions. La seule différence du tableau de cette année. Normalement, il y a 2 formats d'ailleurs, un format LibreOffice et un format Excel pour que ça fonctionne pour tout le monde. Nous avons rajouté une dernière colonne, la colonne qui sera AJ, qui permet de manière automatique avec l'adresse de connaître le zonage.
ABC. Donc, vous n'avez strictement rien à faire à part ne pas modifier la colonne puisqu'il y a une formule dedans. Et le zonage est rempli automatiquement. Et je pense que c'est tout pour ce qui est du contrôle de cette année. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, Madame Excuse-moi, oui. Pacman. Ouais, nous, en fait, on a fait tous nos comités d'agrément, mais les logements BRS ne sont pas encore livrés, enfin, n'ont pas été livrés en 2025, ils sont livrés là prochainement. Du coup, nous ne remplit pas, on remplit Non, pas, en fait. le mieux, c'est d'envoyer à l'Adréal un courrier, simplement, D'accord, en attestant de l'absence d'activité. Le mieux, d'ailleurs, c'est de présenter les programmes que vous avez en cours, parce que c'est toujours bien, mais d'accord, pas de tableau à remplir, hein. ok. On les rentre dans nos projections? Non, peut-être pas. Alors, il n'y a pas de projection. En fait, il D'accord, faut remplir le tableau que quand il est occupé, pas avant. Après, c'est très bien pour l'Adréal que vous lui envoyez un petit document avec la présentation de vos programmes, le nombre de logements et leur localisation, d'accord, mais pas besoin de remplir le tableau. Tant qu'un ménage n'est pas dans un des logements que vous produisez en BRS au 31 décembre 2025, pas besoin de remplir le tableau. ok. Bon, bah, c'est parfait. Merci. Pas de souci. Bonjour Delphine Bénard d'Archipel. Je me questionnais sur le cas des reventes. Donc, on a uniquement les 3 cases à changer, c'est à modifier. Alors, donc, il faut mettre oui dans le changement de propriétaire, puis changer les 2 dates. Et Oui, ensuite, il faut bien sûr changer les caractéristiques ménage d'accord. Ok, et le prix et la redevance. très bien. Ok, j'avais un doute. Il me semblait avoir entendu que les 3 colonnes. Ok, merci. Non, mais c'est parce que effectivement, je ne suis pas revenue dessus à la bonne slide qui était celle-ci. Il faut effectivement bien mettre le nouveau prix, enfin le prix de mutation, et la nouvelle redevance et les 2 caractéristiques du nouveau ménage, donc le revenu fiscal de référence et le nombre de personnes. Très bien. Merci. Vous m'avez alerté quand vous avez parlé de changement de redevance dans les cas des rotations. Et donc, ça veut dire que tous les ans, quand on va mettre à jour, pour tout notre parc, on remet à jour la redevance dès lors qu'elle évolue tous les ans pour l'ensemble du parc. Oui. Intéressant. En fait, c'est important de suivre les redevances, c'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir que la redevance initiale. Oui, oui. Même s'il n'y a pas de cession du coup, pour un même acquéreur, s'il n'y a pas eu de cession, mais que la redevance a évolué, on la Oui. modifie sur chaque année. D'accord. Cécile, je ne sais pas si on ne vous entend pas. Toujours pas. Enfin, moi, non, en tout cas. Toujours pas. Non, on t'entend Est-ce pas, que vous Cécile. m'entendez? Ah oui, là, Oui. c'est bon. Ok, excusez-moi. Je disais que je ne pensais pas que ce soit fait aujourd'hui. Je ne suis pas Ça n'est pas... certaine qu'on ait tous mis à jour les niveaux de redevance suite à indexation pour tous les lots qu'on a renseignés depuis le début. Pas tous, non. Ouais, enfin, moi, je suis quasi sûre qu'on ne l'a pas fait, parce que ça m'avait pas du tout échappé. Enfin, ça m'avait échappé. Deuxième chose, je voulais quand même prévenir, c'est nous, en Île-de-France, le tableau, on nous a demandé de le remplir pour le 13 mai. Donc, moi, je suis en retard parce que, en fait, c'est un boulot colossal et avec les vacances d'avril et tout ça, mais en fait, on vient de le terminer, on va le faire partir. Mais c'est plus le moment pour moi que vous me redemandiez de rechanger tout ce que j'ai renseigné aujourd'hui, alors que je viens juste de finir le boulot pour la Drille Île-de-France. Ah, mais il n'y a pas de différence par rapport à ce que vous a demandé la drill. Bah, Après, peut-être que là, vous n'avez pas mis à jour les redevances. Ouais, puis moi, j'en ai une télé quand même. Donc, non, non, mais en revanche, 1 mois et demi plus tôt que enfin, même 2 mois et demi plus tôt que la date limite de restitution du rapport, c'est pas neutre, hein.
nous Bah, demander le tableau finalisé pour le 13 mai, c'est pas neutre. Donc, voilà, c'était juste, je suis pas sûre d'avoir mis à jour toutes les redevances parce que c'était pas clair pour moi qu'il fallait le mettre à jour. Donc, je suis peut-être un peu à la ramasse, je suis désolée. Mais Non, enfin, nous, on vient de finir le boulot, quoi. Mhm. Ok, non, mais de toute façon, c'est des choses qui vont se mettre à jour, enfin, se mettre en place au fil de l'eau. C'est-à-dire que moi, je comprends bien que là, si vous avez rempli le tableau avec les redevances initiales, vous n'allez pas faire toutes vos lignes. En plus, si la drill l'a demandé un envoi plus tôt, il n'y a pas de souci. En fait, il faut qu'on travaille tous collectivement pour se mettre le plus au propre d'ici le module SIAP, en fait. Donc, je pense que si c'est pas fait cette année, est-ce que on peut pas se dire que c'est fait un peu sur le reste de l'année jusque juillet, que je dis pas de bêtises dans les dates, jusque juillet 2027. Et qu'en fait, à ce moment-là, vous soyez en capacité d'avoir mis à jour et que ce qu'on intègre dans le SIAP soit propre. On peut essayer de se dire ça à minima, si ça semble gérable. Là, je comprendrais que vous ne refassiez pas le boulot sur toutes vos lignes si vous vouliez envoyer cette semaine, vraiment. Bonjour à tous, Vincent Garot pour l'OFS des Yvelines. Nous, en Île-de-France, on nous a demandé aussi d'envoyer les informations concernant les lots en commercialisation, pas encore livrés, pas encore occupés. C'est moi qui ai mal compris ou Parce que Non, non, c'est bien ça. tout à l'heure, on est d'accord, vous avez dit que vous parliez que des programmes livrés occupés. Mm. D'accord. Je complète ce que dit Vincent, hein, on nous l'a demandé, c'est ça qui a été colossal comme travail. Ouais, c'est du Parce coup, qu'on oui, ne nous le demande c'est. pas pour FSF et c'est massif, enfin, les commercialisations aujourd'hui, Ouais. c'est 10 fois, c'est pas 10 fois, mais c'est Ah, 2 ça ou 3 multiplie fois le ce qu'on a travail, hein. livré, quoi. Ouais. Bon. Je confirme, j'ai 52 lots occupés et 400 en tout, presque en commercialisation. Et je confirme aussi, hein, chez nous, c'est pareil, hein. Il y a 600 lignes, hein, qui ont été ajoutées. Ouais. Ok, bah, en tout cas, on prend note de ce point et on essaiera de reboucler nous avec la drill aussi pour voir dans quelle mesure ils ont aussi demandé des éléments qui étaient peut-être en plus par rapport à ce qui était attendu. Et voilà, donc on rééchangera avec eux pour aussi essayer de comprendre l'objectif de leur commande. Ouais, ce qu'on veut dire, c'est que c'est loin d'être neutre, hein, pour nous en termes de reporting, hein. Voilà. Mm. Non, mais c'est important de nous le signaler, justement. Ça nous permet de savoir que peut-être qu'ils ne pensaient pas que non plus ça pouvait générer autant de surcharge de travail par rapport à la commande initiale. Oui, surtout la question derrière, est-ce que ce sera analysé finalement? Parce que là, on voit que les uns et les autres remplissent des tableaux. Est-ce que derrière, il y a la capacité à traiter ces données ou est-ce que ce sera finalement abandonné au vu de tous les résultats qui seront remontés? Je me permets d'insister, hein, moi, ça a flingué mon organisation de travail du mois d'avril. C'est pas rien, hein. Rajouter 600 lignes dans un tableau alors qu'on avait préparé un tableau à 300 lignes, j'espère vraiment que ça a été mesuré avant parce que pour nous, ça a été extrêmement perturbant sur notre activité du dernier mois. J'ai eu une personne qui a passé son temps à faire ça quasiment, à récoller toutes les informations pour remonter les 600 lots. Donc, voilà, pour moi, la date a été déjà problématique. On a hésité à réagir ou pas réagir sur le 13 mai, mais nous donner un mois alors qu'il y avait les vacances, les ponts pour le 13 mai de renseigner ça, avec un tel surcroît de charge, enfin, c'est important j'espère qu'on nous dira que ce sera traité, quoi. Comme le disait Aurélie, on va faire remonter vos retours à la drill. Ouais, moi j'avais encore une petite remarque par rapport à ça. Donc si j'ai bien compris, ça intégrera le SIAP, là, toutes Oui, les c'est ce qu'on va remontées voir concernant après. le BRS. Mhm. Ouais, le SIAP, je le dis en direct, hein, mais c'est le service informatique des aides à la pierre. Alors le législateur, quand il a imaginé le BRS, justement, c'est hors aide à la pierre aujourd'hui, hein, puisqu'il n'y a pas de dispositif spécifique au financement du BRS, autre que le prêt Gaïa de la Banque des Territoires, hein.
Alors, on en est bien conscient côté DHUP qu'il y a un sujet. En fait, c'est parce qu'il y a une volonté au niveau du ministère de faire du SIAP, qui changera certainement de nom, en fait, le guichet unique pour tout ce qui est lié à l'accession sociale à la propriété et au LLS. Ça ne veut pas dire que c'est différent. En fait, on utilise la structure du SIAP, mais le module BRS va être à côté. En fait, on va passer par le même site. Les gens d'ailleurs les structures qui ne sont pas habilitées pourront être habilitées juste pour le BRS. Les OLS qui sont déjà habilités demanderont une micro-habilitation différente, c'est 2 clics, hein, pour le module BRS qui sera à côté. Et donc, l'objectif sur le long terme, c'est d'utiliser le SIAP pour au-delà du SIAP financement, en fait, des aides à la pierre. Et donc, effectivement, il y aura un travail, vous avez bien raison de le dire, et ça a déjà été vraiment discuté, de sémantique à ce moment-là, où ce ne sera plus le système informatique des aides à la pierre, mais il prendra un autre nom. Et à l'intérieur de cette plus grosse structure, il y aura toujours le SIAP financement, donc son cœur de l'existence initiale, quoi. Il y a encore une Oui. main levée. Ouais. Oui, bonjour. Amélie Rabin, OFS Deux Fleuves, en Aura. J'ai une question au risque de ne pas avoir compris. Je reviens sur le sujet de la redevance. La redevance, nous, on la renseigne, enfin nous, tout le monde, on la renseigne dans l'onglet Programme Résidence. Et ensuite, on a nous, l'indexation, elle se fait chaque année au 1er janvier à compter de l'entrée en jouissance dans le logement. Ça veut dire que on est bien d'accord que c'est à la livraison qu'on vous modifie le montant de la redevance. C'est-à-dire à la livraison. Elle change tous les ans. Oui, mais Au à 1er compter du janvier. moment, oui, mais à partir du moment de l'entrée en jouissance dans le logement, dans notre BRS. Oui, mais donc si le ménage est entré en jouissance au 30 mai 2025, au 1er janvier 2026, elle va être Il sera indexée. indexé, tout à fait. Voilà. Donc, ce qui va exister dans le SIAP, c'est que vous allez renseigner l'indexation et qu'elle va se mettre automatiquement à jour. À moins que vous travailliez autrement, vous pourrez la rentrer manuellement, puisqu'il y en a qui Ok. évoluent pas ou qui évoluent autrement. Mais là, dans le tableau, et en fait, nous, on s'est rendu compte, il nous a fallu 3 exercices pour se rendre compte qu'elles évoluent pas, qu'elles n'étaient pas mises à jour au 1er janvier. Et en fait, ça n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'on a besoin de voir la redevance indexée pour la suivre. Oui. Donc, ça veut dire que l'indexation doit compter du 1er janvier 2025, pas 2026. Oui. Ok. Et donc, il faut modifier toutes. Oui, effectivement, c'est un petit annexe. Et moi, je n'avais pas compris qu'il fallait modifier les redevances preneurs et les indexer. J'avoue que je suis passée à côté. Mais il y a Ok. très, très peu d'OFS qui l'ont fait. Ok, Et en oui, fait, oui, nous, on s'en est rendu compte avec le temps, parce qu'il a fallu qu'on voit qu'elles évoluent pas. Et en fait, c'est vrai que ça a certainement pas été dit de manière assez claire de notre côté, ou du côté au niveau des régions quand ils lancent le contrôle. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec vous, ça a peut-être pas été évident. Ok, bon, bah, pas de souci, bah, je vous remercie. Pas de souci. Il y a encore une main qui s'est levée. Il y a Ah. une main qui s'est levée encore. Bonjour Stéphanie Gallo, OFS de Montpellier. J'ai une question sur les colonnes qui concernent la mixité des programmes. Oui. Nous, on est OFS non bailleur social. Oui. Est-ce que l'information sur le type de locatif social qui est présent dans la résidence immobilière est à renseigner par tout OFS, ou est-ce que c'est uniquement quand vous vous adressez à des organismes qui sont OLS et OFS? Non, c'est bien renseigné par tout type d'organisme. En fait, c'est pour suivre les proportions entre les différents outils dans une même opération. Parce que vous avez des difficultés à avoir les informations quand c'est pas une seule et même structure. Difficulté, je ne sais pas, il faut qu'on les sollicite tout simplement. Parce que bien souvent, dans l'information du promoteur, je prends le cas d'une VFA,
On a le nom du bailleur qui fait le LLS, pas forcément le détail entre PLAI, PLUS. Donc on va le solliciter. Je peux vous Ok. dire si on aura l'info facilement. Donc, dans le chat, il y avait quelques... Ah, il y a encore une... non, il y a quelqu'un qui voulait reprendre la parole encore. Oui, bonjour Laetitia Piot, OFS de Saint-Malo en Bretagne. Ça veut dire que dans le tableau, il faut qu'il y ait les données pour le rapport 2025, mais également les données passées 2024-2023 avec la mise à jour de la redevance. Oui. C'est ça? Parce que moi, les années passées, je m'étais juste... on donnait le tableau avec les données de l'année passée, mais c'est tout, pas celle d'avant encore. Parce que tous les ans, il y a un nouveau tableau. Le tableau, ça reste le même, avec les mêmes informations, D'accord. On rajoute en auxquelles fait vous tous les ajoutez ans. les informations de l'année, et D'accord. sauf la colonne redevance qui devrait, et j'entends vraiment hein, la difficulté, qui devrait être modifiée pour qu'on ait en fait au 31 décembre, là qui va être 2025, les redevances appliquées à date. D'accord. Donc là, en clair, il faut que je fasse le tableau avec 2025 ainsi que jusqu'à 2021 mis à jour. Oui. Ok, d'accord. Très bien. Eh bien, je vous remercie. Oui, je disais, il y a quelques questions dans le chat sur les prix de vente. Toujours la question entre TTC et hors taxe. Donc, dans notre tableau, c'est du hors taxe. Dans le tableau, c'est du hors taxe parce que en fait, le prix est principalement renseigné pour vérifier l'absence de dépassements, des plafonds de prix. Et ces plafonds de prix sont à vérifier au regard du prix hors taxe. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais vous pouvez la préciser si vous souhaitez. Et une question aussi sur les rapports d'activité. Après, je vois qu'il y a des échanges pour partager des rapports d'activité. Après, n'hésitez pas non plus à les transmettre au niveau du collectif, hein, si ça peut intéresser tout le monde. Si nous n'avons pas livré de BRS, nous pouvons remplir ce tableau pour le 31/7/2026. En fait, le 31/7/2026, ce sera l'année prochaine. Donc, en fait, vous pouvez très bien anticiper parce que le tableau, en fait, pas vraiment, parce que va y avoir un changement. Si, vous pouvez tout à fait anticiper, parce qu'en fait, c'est à ce moment-là que toutes les données vont être importées dans le SIAP. Donc, si vous voulez déjà remplir votre tableau, vous n'avez pas à l'envoyer. Mais par contre, vous pouvez l'anticiper, le remplir pour le 31 juillet 2026 et être prêt à ce moment-là. Et vous n'aurez plus qu'au cours de l'année à rajouter les nouveaux logements. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça donne aussi de l'information au service sur l'avancement de vos opérations. Et le travail est fait pour l'année prochaine. Enfin, en tout cas, pour ce qui existe déjà. Ok, ensuite, c'est sur le rapport d'activité. Et je vois qu'il y a une dernière main levée, peut-être avant de passer Oui, à une rapide bonjour, présentation. vous m'entendez? Oui. Laurence Mermiot, OFS Soalp, je reviens sur... vous indiquez effectivement que le prix de vente était en hors taxe dans votre tableau, mais lorsque c'est une revente entre particuliers, il n'y a pas de TVA. Non. Donc du coup, c'est le prix donc, qui figure à l'acte de vente. Oui, à la revente, oui. Ok. Je vous remercie. Ouais, du coup, de toute façon, on vous fera un petit retour sur les échanges, ou peut-être mieux qu'on finisse la présentation. Après, s'il y a ça va pas- être de toute façon relativement rapide pour pas vous manger trop de temps. Alors, je suis désolée, j'arrive plus à mettre en plein écran. Je sais pas comment est-ce que vous voyez le... Non, Là, on c'est voit en quand plein même. écran. Ah, c'est bon.
parce que par contre là je ne vous vois plus, mais je vais continuer un peu à l'aveugle. Donc je vous fais une présentation ici assez rapide déjà parce qu'il reste 5 minutes et puis parce qu'on aura tout le temps de vous le présenter dans les détails avec des webinaires qui seront enregistrés, qui seront consultables, etc. Donc l'objectif, comme on l'a déjà un petit peu abordé, c'est donc de passer dans le SIAP pour le suivi du développement du parc en BRS. Donc, on y a surtout pensé parce que l'outil Time Tonic arrivait un peu au bout de ses capacités et pour faire en fait du SIAP un guichet unique. C'est ce que je vous disais un petit peu, du logement aidé et du logement social pour qu'en fait tous les suivis se passent sur cet outil, que ce soit plus simple pour tout le monde. Donc l'année 2026, c'est une année transitoire. Donc l'objectif, ça va être de remplir au mieux les tableaux qu'on va ensuite intégrer l'année prochaine dans le SIAP. Et donc un calendrier assez rapide. On a fait donc toute une phase de conception qui vient de se terminer. Donc s'ouvre une nouvelle partie qui démarre au 1er juin, donc de mai à fin août, qui est le premier développement, donc tous les développements du socle. Donc le socle, il va y avoir 2 choses qui vous seront vraiment représentées dans le détail, ne vous en faites pas au cours de l'année. Une possibilité de déclarer au fil de l'eau. Donc là, ça va être des choses à remplir avec des pages qui défilent à la suite les unes des autres pour remplir toutes les données qui sont demandées. On ne demande pas plus d'informations réglementairement que celles qui sont demandées dans le tableau. Le passage au SIAP n'appellera pas de différence réglementaire. Et il y aura une deuxième possibilité qui sera de l'import. Vous pourrez continuer à travailler sous forme de tableau. Vous téléchargerez le tableau qui sera le même que celui qu'on utilise actuellement, le remplir et le réimporter dans le SIAP qui intégrera les informations. Ça, c'est le socle donc, qui est en train d'être développé. Ce qui va permettre que de septembre à novembre, on ait une phase de test de l'outil avec des OFS qui le souhaiteront, donc des bêta-testeurs, et des DREAL. On vous enverra un sondage. Tous les OFS qui voudront tester, y compris ceux qui ont participé à la conception, seront les bienvenus. Ensuite, de décembre à février, il y aura une phase d'ajustement du coup à la suite des tests et des retours utilisateurs. Et ensuite, de février à mars, une phase vraiment importante, donc de communication finale, d'accompagnement pour les habilitations, etc. Donc, vraiment un travail pour vous faciliter le changement. Comme je vous le disais, donc il y aura une possibilité de déclaration au fil de l'eau qui évite les erreurs de saisie, qu'on a vraiment pensé pour qu'elles soient plus faciles pour vous, que les choses soient plus expliquées, etc. Mais toujours, on garde une possibilité d'import en masse si vous voulez travailler avec des tableaux. Ce qu'on a déjà réalisé, je vous l'ai déjà un peu dit, j'ai un peu anticipé. Donc, il y a un groupe de travail utilisateur qui nous a permis vraiment de monter un module par des OFS et avec des OFS pour qu'il soit le plus compréhensible et adapté à vraiment à vos constructions d'opérations et à comment vous travaillez. D'ailleurs, dans ce groupe d'utilisateurs, et c'était un peu l'objectif, il y a des types de structures très différentes, ce qui a permis d'avoir vraiment des échanges avec des OLS, des non-OLS, des GIP, enfin voilà, pour avoir un peu tout type de structure. Ensuite, on a fait un peu un webinaire de présentation à FSF pour avoir également le retour, des questionnaires en ligne, puis une conception qui est terminée. Et là, on va lancer les développements et puis à partir de septembre, la phase de test. Pour vous présenter tout de suite quelque chose qui va peut-être être important, parce que vous avez peut-être déjà des questions sur ça, c'est qui aura accès à ce module. Donc, bien sûr, l'administration centrale, les DREAL et les DDT. L'administration centrale pour le suivi de la politique publique, les DREAL pour le contrôle et les DDT pour SRU. Et ensuite, au sein de vos structures, ce sera une habilitation en cascade. Donc, une personne sera habilitée par la DREAL et ensuite cette personne qui sera administrateur du compte SIAP habilitera qui elle le souhaite au sein de son OFS. Donc, il y aura un administrateur OFS. Dans le tableau, c'est la colonne à droite, mais tout ça, hein, vraiment, encore une fois, vous sera représenté. Un gestionnaire. Donc, ces 2 personnes pourront absolument tout faire, remplir, visualiser, habiliter, etc. Et ensuite, il y aura 2 autres catégories. Une catégorie lecteur, où vous pourrez donner les droits de lecture à qui vous le souhaitez. Et une catégorie opérateur commercialisateur, puisqu'on sait bien que dans beaucoup de cas, les informations liées au ménage ou au prix, etc., sont beaucoup plus accessibles par vos opérateurs. Donc, vous pourrez leur donner des droits et ils rempliront
si c'est comme ça que vous souhaitez travailler, rempliront au fil de l'année les données qui seront comme ça mises à jour tout au long de l'année. Il n'y aura plus ces grandes échéances où vous avez des tableaux titanesques à remplir. On voulait vraiment vous proposer cette solution au fil de l'eau qui, certes, change beaucoup, mais on le pense pour être beaucoup moins chronophage pour vous, en plus parce qu'il y a une répartition des actions entre différentes personnes de vos structures qui sera possible. Voilà, c'était juste une petite présentation. Tout vous sera représenté, mais par contre, n'hésitez pas si vous avez des questions, je peux vous y répondre. Je vois plus de questions ni de main levée, donc c'est que ça devait être. Ah, si. Oui, on devra enregistrer. Alors, je suis plutôt team au fil de l'eau, hein, je ne vous le cache pas. On C'est devra, tout ce que je vais entendre. mais Ça on me- ça devra me va bien. enregistrer nos. Quel sera le fait générateur de l'enregistrement dans le SIAP? En LLS, on sait que c'est au moment de la signature du CPR. Est-ce que pour le BRS, c'est au moment de la signature de la lettre d'engagement, enfin de la PUV, au moment de l'acte? Enfin, à quel moment faudra qu'on le saisisse? Alors, c'est quand même du coup, la mécanique, enfin, la logique du BRS reste. C'est-à-dire que ce qu'il va falloir, le moment où vous allez devoir saisir, c'est l'occupation, c'est l'entrée dans les lieux. Ah, Ça ok, reste celle-là. super. Par C'est contre, occupation. tout le module est créé pour que si vous vouliez, dès la date d'engagement, vous verrez, il y a 2 lignes de vie qui fonctionnent ensemble. Dès la date d'engagement du programme, si vous voulez commencer à remplir, vous pourrez. Mais ce qui va être obligatoire reste la même date. Mais on vous a donné la possibilité de remplir plus tôt, de commencer plus tôt. Super, top. Ok, merci. Alors, pour les délégataires, oui, c'est prévu, effectivement, qu'il y ait une lecture de leur côté possible. Et les prennent conscience. C'est la même question. Oui, du coup, à nouveau. Ok. Il est 15h03. Timing respecté. De toute façon, s'il y a des questions par ailleurs, comme disait Gabriel, on est à disposition et puis la Oui, présentation sera n'hésitez pas partagée. aussi à passer par Foncier Solidaire France si vous avez des questions. Et puis, on se croisera aussi aux Journées des OFS si vous avez des questions à ce moment-là. Et puis voilà, on essaiera de vous présenter un peu plus les avancées du SIAP. Il y aura certainement quelques personnes de la MOA, donc vous pourrez poser toutes vos questions.